Alors je vais vous parler un petit peu d'environnement, de santé, mais je vais vous parler beaucoup de santé. Les données de santé, en fait, c'est un mystère. Et c'est la deuxième conf que je fais. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir plein de développeurs, plein de gens qui s'intéressent, on va dire, à cette manipulation des données en santé. Et c'est vrai que on a peur des règles de gestion et je crois que peu à peu, il faut que des collègues en France, un petit peu comme moi à l'hôpital, puisque je gère l'ensemble de l'activité hospitalière, externe et ambulatoire, et quelque part, je dis souvent que si mon équipe tombe malade, l'hôpital n'est plus payé. Donc derrière, les enjeux, effectivement, sont énormes. Simplement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ces données de santé. Alors je vais essayer de quand même pas casser le matériel. Donc qui, quoi, comment et pourquoi faire finalement. Alors les données de santé, c'est quoi? Alors j'ai repris des choses qui sont publiées maintenant par l'assurance maladie, puisque c'est quand même notre Fort Knox en France. Et donc qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des choses qui viennent du terrain. Voilà. On y trouve des choses qui viennent du terrain et puis on y trouve des choses qui sont complètement centralisées. Alors, qu'est-ce qui vient du terrain? En fait, les données de santé que l'on a, que l'on collige, sont des données qui sont captées de façon complètement transparente dans la vie quotidienne des établissements, des professionnels, donc des établissements publics, des établissements privés, des professionnels ambulatoires. Et ce sont des données qui sont en lien avec les recours. C'est-à-dire quand vous allez voir un professionnel de santé, eh bien, il y a tout un ensemble de données qui sont colligées, ne serait-ce par exemple que l'ordonnance, qui chez le pharmacien va se traduire par les médicaments que vous allez prendre chez vous. Eh bien derrière, on sait qu'il y a eu une consultation à tel endroit, à tel moment, que effectivement il y a eu une ordonnance de fait, qu'on tombe sur tel ou tel médicament. Alors le rôle sémantique de nos classifications est très important pour pouvoir nous aussi faire tourner nos algorithmes. Alors j'ai mis aussi quelque chose qui peut-être, certains d'entre vous, mais non, aucun algorithme n'est irréversible, et on va pouvoir retrouver les noms des patients, etc. Alors, pour l'instant, on va dire, les choses n'ont pas été craquées, et toutes les données qui sont centralisées, sauf à essayer de faire, on va dire, des liens, mais théoriquement, on ne revient pas à l'individu lui-même. Donc il est impossible, et même, j'oserais dire, moi qui travaille sur les données, une fois qu'on passe cette chaîne, on prend un certain nombre d'informations, on a un numéro d'identifiant, et on ne sait pas qui c'est. Alors quelles sont ces données? On va juste parcourir. Alors le vocabulaire est peut-être un peu compliqué. Je pense que GSEC, ça vous perturbe pas trop. Il n'y en a aucun qui est à la CMUC ici, c'est simplement la couverture médicale universelle, maladie universelle. Des choses intéressantes dans la vie des patients, c'est le fait qu'ils soient malheureusement mis sous affection longue durée, auquel cas vous voyez que l'ensemble des remboursements va être bien connu. Et puis on a le département, la région de résidence et puis les dates de décès. Sur la consommation des soins de ville, en fait, toutes les prestations sont remboursées et l'effort des établissements, comme des praticiens, est de traduire, en fait, l'inférence médicale, d'accord, j'ai observé un certain nombre de signes, dans des, comment dirais-je, dans des codes, alors plutôt des expressions qui sont tirées de classifications. Et il y en a un certain nombre de classifications. Et en établissement de santé, en fait, on va retrouver tout ce qui concerne les hospitalisations, les motifs d'hospitalisation, les actes qui ont été pratiqués, les durées de séjour, les mois de sortie. Alors en fait, vous voyez, on ne sait pas quand est-ce que la personne sort précisément, c'est que le mois. Donc il y a déjà, même dans l'information que l'on traduit de ce que l'on fait, on va dire du floutage. L'activité donc externe des hôpitaux est aussi colligée, et puis tous les médicaments et dispositifs. Donc si quelqu'un a une prothèse d'épaule, une prothèse de genou,
ne serait-ce que parce qu'il est obligatoire dans notre système de soins de tracer qui a eu quoi, et bien de façon complètement transparente, on a ce type d'information. Alors, un point important, parce que on peut travailler aussi de façon mathématique sur des distances au niveau des arbres, on a construit des classifications. Et j'oserais dire que... Merci pour la clim. Elle s'est arrêtée. Pour nos patients, pour leur donner, on va dire, un élément informatif, eh bien, on utilise donc ces classifications internationales. Alors, on les utilise en médecine, on les utilise aussi pour indexer nos publications scientifiques. Tout à l'heure, Frédéric a parlé de publications, et donc nous avons une base de données mondiale de tous les articles publiés depuis 1969 qui s'appelle Medline. Et derrière, eh bien, on indexe tout avec des termes. Et cette classification n'est pas utilisée pour les soins, mais est utilisée pour indexer les documents. C'est la classification MESH. Donc on a effectivement des codes diagnostiques, des codes qui traduisent aussi les actes, et puis aussi le niveau de remboursement. Donc en fait, on manipule dans le domaine de la santé énormément de classifications. Alors tout ceci a des limites, parce que par exemple, dans ces données, eh bien, on n'a aucun élément de résultat. Alors c'est quoi l'HbA1c? C'est simplement le fait que derrière on a un trouble de la régulation glucidique. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. On s'est comparé tout à l'heure avec Frédéric quand il est arrivé. Et donc on sait que ça c'est utilisé par les banquiers par exemple pour savoir si vous êtes à risque de... Je vais y venir tout à l'heure sur ces notions d'algorithme. Donc on n'a pas d'informations sur l'hébergement en structure médico-sociale pour les personnes âgées, pas d'informations sur les gens qui sont dans le secteur psychiatrique, et peu ou pas sur les données sociales, les données de précarité. Alors vous allez me dire, bon, finalement, on n'a rien de tout cela, et en plus, c'est des codes dans des classifications. Alors je vais quand même vous montrer certains résultats qui ont été excessivement médiatisés parce qu'ils ont une véritable importance. Et j'oserais dire que, en fait, finalement, en médecine, on travaille sur des petits nombres de données. Et ce qu'il faut savoir, alors je vous le dis maintenant, quand j'ai commencé médecine il y a quelques décennies, eh bien, je ne me doutais pas finalement qu'on allait sur alors l'observation même de 10 000 patients traités. Même si on est dans un essai clinique randomisé, on en déduit, on va dire, un certain nombre d'éléments caractérisant l'efficacité de ce médicament, mais ce n'est jamais que sur 10 000 patients traités. Et c'est là où les statistiques interviennent pour, entre guillemets, essayer d'encadrer l'erreur que je commets. Si toute erreur méthodologique étant mise de côté, on ne s'intéresse qu'aux fluctuations d'échantillonnage. Alors, juste pour vous dire quand même que cette grande base de données, voilà ce que ça donne. Ce sont des choses qui ont été publiées en 2011. 30 mois, 20 milliards de lignes de prestations. C'est ça, dans le gros schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, des lignes de ventilation comptable, de la nature des prestations, les lignes de pharmacie, les lignes de biologie. Pas le résultat, simplement le fait qu'on a fait le dosage, par exemple, de cette hémoglobine glyquée chez le diabétique. D'accord ? C'est quand même assez important. Alors les utilisations, dans notre jargon, toutes ces données-là sont des données qui résultent de l'observation. Qu'est-ce qu'on a? On a des données inférées, donc les codes diagnostiques, des données objectives. J'ai mis une prothèse, ça c'est objectif. Je ne me pose pas la question de savoir si la prothèse avait, on va dire, été légitime à mettre ou pas. Données datées au moins, données géolocalisées. Simplement là aussi, c'est flouté au niveau de la géolocalisation. C'est absolument pas le code postal de naissance. C'est, on va dire, un élément intermédiaire entre le code postal de la poste et puis derrière un certain nombre d'autres découpages territoriaux. On produit aussi dans notre domaine de la santé des, on va dire, des inférences issues d'analyse de l'évolution des gens.
J'écoutais Frédéric tout à l'heure et je me disais, nom d'une pipe, finalement, pour les jeux, c'est pareil. C'est-à-dire que on prend et on suit tel match, et donc on enquille un certain nombre de résultats de façon prospective. J'ai le résultat de telle ou telle règle, donc il faut attendre que le match se joue pour savoir si, finalement, la règle a marché ou pas. Et donc, nous, sur cela, eh bien, on essaye de comprendre dans quelle mesure la probabilité d'avoir la maladie est fonction, alors cette fonction elle peut prendre différentes formes, d'un certain nombre de facteurs, généralement des variables binaires, c'est présent ou absent. Ce qu'on voudrait bien, c'est parfois avoir le milieu de la sigmoïde. Ça serait bien, parce que si on était tous galvaniques, d'accord, il suffit pour dormir d'éteindre la lumière et tout le monde dort, c'est pas vrai. Alors, quand on regarde ça sur ces bases de données de l'assurance maladie, eh bien, alors c'est peut-être pas très visible, mais c'est simplement le fait qu'on en arrive à trouver ce qui va manifestement altérer la vie à 30 mois d'un patient qui vient de se faire mettre des stents après un infarctus du myocarde. Donc c'est important pour nous dans une partie de la décision qui s'appelle le pronostic. Alors j'ai pris quelque chose d'assez cool, parce que quand on est sur des phénomènes comme le cancer, c'est beaucoup plus complexe. Des choses aussi en termes de causalité. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de voir si, quand quelqu'un présente un signe, eh bien, manifestement, il est proche de la maladie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, sur cette image. Et je l'ai repris, tu me pardonneras, mais on était bien sur cette heuristique, d'accord, que le radiologue sur... Alors, on parle que du pancréas et de lobe gauche du foie, donc cette partie un petit peu émincée qui va juste derrière l'estomac. Et effectivement, ce qu'on essaye, nous, de savoir, c'est ce lien entre une exposition et l'apparition de la maladie. Alors, c'est sûr que manger trop gras, trop sucré, trop salé, on comprend que ça va pas très bien, que fumer... D'ailleurs, il n'y a même plus besoin de faire de stats, c'est marqué sur le paquet de cigarettes. Pour autant, il n'y a personne qui le croit et tout le monde continue de fumer. Là, ce que je vous rapporte, c'est bien une étude de toutes ces bases au niveau national. Donc on a pris quoi? On a essayé de repérer en 2006 tous les diabétiques français. D'accord? Donc là-dessus, on est allé regarder ce qui pouvait correspondre à être un diabétique ou pas, et donc on est allé voir si on avait pour les patients plus de 3 ordonnances à un mois d'intervalle consécutive, et qui, vous voyez le médicament, je pense que vous avez trouvé le nom de la molécule, le nom commercial, et ce médicament-là, en fait, a causé la mort de personnes. Et tout le problème était de savoir si c'était un aléa ou si c'était véritablement une cause. Parce que s'il y a une cause, ça veut dire qu'il y a un responsable. Si c'est un aléa, il n'y a pas de responsable. Et donc, ces bases de l'assurance maladie ont permis, et donc c'est une étude qui a donc, pour le coup, rendu, on va dire, la cause au Mediator, pour ne pas le citer. Et donc, nous, ce qu'on arrive à produire, c'est effectivement, d'un point de vue statistique, des quantifications de risques. Donc, la probabilité d'avoir une insuffisance mitrale, et ou un remplacement valvulaire pour un problème cardiaque, parce que j'ai été exposé, en tenant compte, on va dire, d'un certain nombre d'autres facteurs. C'est pour ça que vous avez 2 colonnes. Et là-dessus, on fait, nous, appel, en fait, aux stats. Alors, les stats, les mathématiciens, ça va pas très bien ensemble. On va dire que les stats quantifient une incertitude. D'accord, mais on se sert de méthodes mathématiques sans trop de difficultés. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais je vais juste continuer, c'est aussi des études de corrélation, donc de pure association. Donc là, vous reconnaissez PACA. Et puis, on l'a fait avec les collègues de l'UMR Espace. On est allé regarder les zones qui étaient les plus à même de nous envoyer du radon, donc ce gaz rare. Et nous sommes particulièrement bien situés sur des zones porphyriques, géologiques, etc. Donc vous reconnaissez le Mercantour et puis vous reconnaissez le territoire des Alpes-Maritimes. La fin. Et puis à droite,
on a mis tout ce qui avait été hospitalisé pour cancer du poumon. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus pour pas que vous regardiez où il y a des choses, parce qu'en fait, ce n'est qu'une association et certainement pas une causalité. Et c'est là tout le problème de la décision et de ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur finalement le fait que eh bien, l'enchaînement de toutes mes règles va me donner la bonne maladie pour le patient. Alors, on a aussi développé du profilage. Mais alors, ce n'est pas du profilage qu'on va mettre, parce que le but du jeu, là pour nous, est d'essayer de repérer des défauts de qualité de production d'informations. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on code un résumé de sortie chez nous, eh bien, cette information soit la bonne? Alors vous allez me dire, bah, j'espère bien. J'espère bien que ce qui est envoyé à l'assurance maladie correspond bien au cas. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, non, il y a des erreurs. On est dans un système humain-humain. Il n'y a pas de machine au milieu, et donc derrière, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont faites. Et donc, on a lancé comme cela, avec une équipe de Rouen, et sur un projet de recherche ANR, on va dire, tout un ensemble de méthodes. Et derrière, on était en train d'en parler tout à l'heure avec Frédéric, il y a effectivement des choses très intéressantes dans ce domaine-là, où, constatant les associations ou les non-associations de diagnostic et d'actes dans une même dans un même séjour, eh bien on peut dire, tiens, ça c'est une variante, ça c'est une erreur. Ça c'est quelque chose qu'on attendait, ça c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Donc je pense que vous aurez le PDF, je vous explique, donc là c'est dans mon jargon, les choses sont pas très intéressantes, si ce n'est qu'on a quelques indicateurs pour ceux qui s'intéressent aux matrices de co-occurrence, donc l'indice de confiance acte diagnostic principal et un indicateur qui nous donne la entre guillemets cette confiance de l'élément co-occurrent. Et donc on produit pour nous des tableaux qui nous permettent de dire, ben tiens, finalement, globalement, la qualité de la production et donc de ce qui est demandé à l'État pour notre fonctionnement est pertinent, pas pertinent. Donc l'intérêt finalement, donc là sur les matrices de co-occurrence qu'on utilise aussi dans le traitement d'images, d'accord ? Eh bien, c'est retrouver des pratiques médicales à partir des pratiques de codage. Ça, c'est intéressant lorsqu'on veut essayer de faire de la stratégie de territoire, déterminer des variations et l'évolution du pratique. Alors ça, c'est extrêmement important et améliorer la qualité du codage. Donc, je voudrais terminer, j'ai 2 slides. D'abord pour vous dire que le travail sur les données de santé, ça suppose une certaine exhaustivité. Ça suppose de bien gérer la chronologie des événements, ce qu'on appelle dans notre jargon la temporalité. C'est vrai que la géolocalisation est très intéressante, mais je pense que vous l'avez aussi compris sur la partie géographique. Qu'est-ce qui me dit que si je me déplace d'1 mètre, j'ai la même exposition au radon? Et donc lorsqu'on travaille sur des zones qui sont très grandes, comment on va pouvoir faire le lien entre une fréquence, une prévalence de pathologie et une moyenne d'une exposition. On a aussi donc le choix des seuils de discrimination, la sémantique des classifications, et pour nous c'est extrêmement important, sachant qu'en France on sait faire le chaînage de toutes nos sources, chaînage anonymisé. Donc on peut retrouver finalement la file active pour un même individu de tout ce qui s'est passé. Juste pour vous dire aussi que dans pas très longtemps, on est en train de réfléchir avec l'I3S parce qu'effectivement, et Frédéric l'a très bien dit, on est maintenant sur des formations qui sont transversales. Donc je suis responsable d'un master depuis quelques années maintenant, enfin co-responsable d'un master, et donc on a une spécialité qui s'appelle ingénierie de l'information et de la décision en santé, et on sentait bien que derrière, ce n'était pas que le domaine stat et biostat qui devait intervenir. Et donc on est en train de réfléchir. On doit se voir fin juillet pour essayer de progresser là-dedans sur quelque chose qui va travailler sur les domaines d'application, sur le data management et sur ce que j'appelle l'inference management, parce que derrière, vous avez compris que ces mesures d'association, on ne pouvait pas les faire n'importe comment. Alors, est-ce que c'est une big conclusion? Non, c'est celle-là. Une meilleure compréhension de la santé et du bien-être. Alors là, je tombe un petit peu dans des choses
Je voudrais couper court. Le bien-être, je ne sais pas ce que c'est. Les données qu'on a, c'est des données qui se rapportent à des pathologies. Donc maintenant, si on me dit je fais une mesure de paramètres physiologiques, que derrière j'ai le bon seuil et que là, par exemple, je dois être à 15,9 de tension, je dépasse les 14, pour autant, est-ce que je suis hypertendu? J'ai simplement une réaction d'adaptation au stress. D'accord ? Ensuite, il l'a bien dit, c'est le contexte dans lequel la donnée est recueillie. Vous l'avez compris que ce contexte pouvait être flouté volontairement ou être flou parce qu'on ne sait pas, qu'on doit travailler de façon rétrospective et prospective et surtout que derrière, ce qui est entre guillemets notre espoir sur tout ce que vous développez, c'est le temps réel. D'accord ? Parce que le process pathologique, lui, il n'attend pas qu'on décide. Et on s'en est rendu compte lorsque le plan cancer a été mis en œuvre, on s'est rendu compte de l'inéquité, l'inégalité dans notre pays de l'accès aux soins une fois le diagnostic posé. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et je terminerai simplement avec les 4 grands mots de la médecine prédictive. Vous et nous rappeler aussi, et ça c'est mon message de praticien de santé publique, qu'on a d'abord de l'information venant des patients et qu'elle doit être restituée aux patients. Sans les patients, je n'ai pas de données. Si je les recueille mal, c'est mon problème, mais je n'ai pas de données. Ensuite, on travaille des physiciens vers le patient, physicien voulant dire médecin, que pour l'amélioration des pratiques, eh bien, on est entre médecins, et que derrière, la performance, vous que vous attendez, eh bien, elle vient de la pratique, et les big data peuvent nous aider là-dedans, et globalement, pour la population. Merci de votre attention. Il est 21.